Bonjour, monsieur l'ambassadeur, chers et chers collègues, merci de me donner l'opportunité de présenter cette conférence dans le cadre des rencontres scientifiques entre la France et le Pérou. Je tente en quelques minutes de balayer un panorama de ce lien qui existe assez fortement depuis plus d'une vingtaine d'années déjà, dans les secteurs qui sont ceux de l'archéométrie, les sciences, disons, physiques, chimiques, etc., appliquées à l'étude du patrimoine culturel, mais également maintenant ce qui concerne toutes les innovations qui sont permises grâce aux technologies 3D. Et j'essaierai de les illustrer par des cas de figure que nous avons soit déjà réalisés, soit qui vont l'être. C'est le cas, par exemple, de certains objets assez particuliers qui ont été baptisés des maquettes, des maquetas, et qui appartiennent à une civilisation précolombienne dite Mochica, qui est reconnue comme se développant entre le 2e et le 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Et l'une des questions qui est posée sur ces objets de petite taille en argile crue est de savoir si elles étaient construites avant, fabriquées avant les constructions des temples, par exemple, ou après en guise de mémoire à transporter. Donc ce sont des questions qui sont pas du tout, ne sont absolument pas tranchées à l'heure actuelle et on pense pouvoir y parvenir à travers l'étude, par exemple, des matières premières, mais également des techniques de fabrication, des objets eux-mêmes ou des peintures qui ont pu les décorer. Pour y répondre, mais sur ce type d'objet comme d'autres, eh bien, on va mettre en œuvre des méthodes issues des sciences physiques, chimiques, comme je le disais, mathématiques, géologiques, etc. Mais on va utiliser également des outils employés donc en technologie 3D, par exemple en photogrammétrie, lasergrammétrie, pour obtenir des modèles et des restitutions 3D. Toujours plus intéressante à travailler quand on est face à son ordinateur dans son bureau. Il n'est pas toujours facile d'avoir accès à tous les objets. Voilà quelques exemples qui illustrent ces objets, ces maquettes qui sont sortis des fouilles de San José de Moro. On est dans le nord du pays et sur la côte nord donc du pays et qui sont menées sous la responsabilité du professeur Luis Jaime Castillo Batters, qui était à la Pontificia Universidad Católica del Perú et avec qui je travaille depuis déjà de nombreuses années. Donc peu de choses à dire pour l'instant puisqu'on n'a pas démarré ce programme d'études. Sur la diapo suivante, juste pour illustrer les forces vives dont nous disposons à l'université Bordeaux-Montaigne, entre d'un côté les archéologues, historiens, philologues dans l'Institut Ausonius, les gens de l'archéométrie, le laboratoire enseignement Iramat CRP2A qui travaillait sur des questions de chronologie, de datation, mais également d'histoire technique, d'architecture, de fabrication des objets céramiques, lithiques, etc., et ou des phénomènes d'altération ou de réemploi. Et enfin, la troisième équipe dite Archéovision, avec tout ce qui touche aux technologies 3D. On va les détailler un peu plus tard. Une petite parenthèse pour signaler que ces trois laboratoires aujourd'hui n'en sont que deux, puisque Iramat, CRP2A et Archéovision, dont j'étais le responsable jusqu'en 2021, ont fusionné pour créer cette unité unique, nommée Archéosciences Bordeaux, entre le CNRS et l'Université Bordeaux-Montaigne. Voilà les intitulés des sites web en question. Une petite parenthèse et un tout petit peu de pub, puisque ça peut être le cas ici avec ce bouquin que nous avons eu la chance de sortir avec des collègues qui sont mentionnés ici, entièrement en espagnol, parce qu'après un constat sur cette littérature bibliographique que l'on connaît en langue anglaise et qui est importante, je me suis dit tout simplement que pour des jeunes étudiants démarrant dans nos disciplines, il était important d'avoir des supports, des ouvrages dans leur langue maternelle. Et le cas évidemment de l'espagnol se posait, il était important d'en disposer. Nous avons travaillé avec Marcela Sepúlveda, qui est aujourd'hui enseignante-chercheur au Chili, elle vient de ce pays, elle est franco-chilienne, et puis Nino Del Solar, qui était mon doctorant jusqu'en 2015, aujourd'hui il travaille à Cusco, au ministère de la Culture, donc du pays lui-même, du Pérou, et Véronique Wright, qui était une jeune chercheure à l'Institut français des études andines à Lima, à ce moment-là. Donc nous avons édité ce bouquin Archéométrie, entièrement en espagnol, plus de 600 pages, plus de 40 auteurs, et aujourd'hui en open accès depuis 2022. Alors les méthodes du laboratoire de Bordeaux
que je mentionnais en archéométrie, elles sont nombreuses, entre les microscopies optiques, électroniques, les spectroscopies, les imageries, qu'elles soient Raman, diffraction de rayonnement X, fluorescence de rayonnement X, imagerie hyperspectrale, l'IPS, tout ce qui touche aux ablations laser et qui permet d'identifier en gros la chimie des matériaux, y compris leur structure, eh bien nous en disposons, mais nous avons aussi accès à d'autres méthodes que d'autres collègues utilisent et qui permettent parfois d'accéder un peu plus finement à certaines informations. Je ne vais pas toutes les nommer ici, elles sont parfois un peu complexes, mais nous y travaillons. Quelques illustrations de ces équipements sur la gauche, avec leur dénomination à droite, les microscopies, on en a parlé, des spectrométries, des mesures de couleur, des longueurs d'onde, que ce soit donc en réflectance, mais aussi en absorbance, ou bien ce que le Raman nous permet avec la structure des matériaux qui est possible, les phénomènes de luminescence, la pétrographie, bien classique chez les géologues, la diffraction des rayonnements X également, etc. Donc nous sommes entièrement équipés là-dessus, y compris avec des équipements ultra portables qui deviennent très utiles lorsqu'il s'agit d'aller dans un musée, dans les réserves d'un musée, ou sur un site archéologique lui-même. En 3D, eh bien, on parle en général, il faut des lasers, des lasers infrarouges avec des structures d'équipements qui peuvent être simples, parfois un peu plus lourds, parfois onéreuses également, ou en photogrammétrie avec des techniques de prise de vue assez particulières. On a les experts qui le permettent. Mais la question aussi des stockages est assez importante. Il faut des serveurs pour calculer et stocker l'information en 3D. C'est très très vite volumineux. Et on s'est basé sur l'infrastructure, la très grande infrastructure de recherche au CNRS, nommée Humanu, pour copier ou doubler nos informations. Nous avons évidemment notre propre base de données ArcheoGrid. Tout ceci en lien avec un consortium 3D en France qui rassemble une quarantaine de laboratoires. Les liens peuvent nous permettre d'aller voir plus en détail. Un exemple de ce qui peut être réalisé donc sur une étude d'un matériau bien connu, la céramique ici, Mochica, on l'a dit, sur un site à San José de Moro. Et notre étudiant, Nino Del Solar, a largement développé toutes ces méthodes et méthodologies pour mieux connaître les matériaux. On voit quelques illustrations ici sur des coupes qui ont été rendues possibles sur des échantillons. On voit ceux qui sont ici au milieu, qui peuvent être soit découpés, soit parfois même broyés. Évidemment, on ne fera pas la même chose sur un objet entier, parfois, parce que le conservateur, évidemment, ne souhaite pas le détruire. On a des techniques qui permettent d'identifier cette chimie ou ces propriétés physiques de certains des matériaux, pour redonner une classification, par exemple, que l'archéologue n'avait pas soupçonnée, en distinguant des styles classiques, hybrides, modernes, ici, ou bien des influences, celles de la montagne proche, Cajamarca, avec des styles Costeño, Serrano. Et ça nous permet aussi de faire des propositions de quelles étaient les influences entre le haut, pardon, de la montagne ou le bord de côte, ici, du Pérou. Et tout ceci est reporté donc dans la thèse de Nino del Solar. On travaille avec un autre doctorant, Dante Pareja, qui devrait soutenir prochainement son travail de thèse sur un corpus de céramique, là également, provenant des sites Armatambo et sur le sanctuaire de Pachacamac, toujours au Pérou. On est en proximité de la capitale actuelle, Lima. Donc, on est juste avant la période d'Inca, et là aussi, ça devient intéressant de savoir si c'est des productions locales ou bien très influencées par les voisins, ce qui apparemment n'est pas tout à fait le cas, mais la soutenance nous montrera les résultats terminaux. Une autre doctorante péruvienne, Elisa Aureliana González, qui travaille en anthropologie biologique avec mes collègues Dominique Castex et Henri Dudet, des anthropologues, et donc avec le support de l'archéométrie, avec la part qu'on leur offre au laboratoire, pour étudier une maladie, la fluorose, qui a pu laisser des traces dans les ossements humains, et en particulier ceux des populations d'il y a 2000 ans, en proximité de la ville de Naples, donc à Pompéi et à Cumes, là où manifestement des eaux ont été largement alourdies par la présence de fluor. Alors, pourquoi certains ossements fouillés par les anthropologues sur un des sites à Cumes sont plus lourds que ceux qui sont trouvés à Pompéi, un peu à 10 km tout proche? Pourquoi certains sont atteints de cette maladie, d'autres non? Alors que les eaux de boisson, l'eau que les humains buvaient à cette époque-là, qui sont issues du volcan proche, eh bien, étaient évidemment de même nature, là aussi des questions assez particulières qui ont des impacts sur des études de santé actuelles, parce que cette maladie, la fluorose, est toujours présente dans cette région. Donc l'état d'avancement, il est proche de la fin, puisque on pense que d'ici une année, la thèse sera soutenue avec des déclinaisons qui vont autour des études sur différentes zones de ces ossements. Vous voyez que là, il y a une étude anthropologique assez fine
qui est réalisé, et on a vu qu'avec nos méthodes qui sont celles de la LIBS que j'évoquais, mais également d'autres de mesures par des rayonnements gamma, on parle ou X, PIX et PIGE, qui sont réalisés en Hongrie, eh bien, on accède à des quantifications possibles du fluor dans ces ossements. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque personne ne s'était intéressé à essayer de doser le fluor sur des restes archéologiques. Alors, on va basculer sur des problématiques plus liées à la 3D avec notre collègue, le professeur Castillo-Butters, qui, lui, a développé des techniques d'analyse principalement utilisant des drones avec des photogrammétries ou des lasergrammétries. Et pourquoi cette étude à partir des drones? Eh bien, c'est parce que ce que l'on voit depuis le sol ou ce que l'on voit depuis les satellites, qui envoient pas mal d'images également possibles, n'ont pas du tout les mêmes qualités ni les mêmes résolutions. Et le drone a une certaine souplesse, grande mobilité, comme on le sait, même si les batteries sont plutôt de courte durée pour le fonctionnement, mais elles permettent quand même d'acquérir, comme on le voit ici, selon des techniques qui sont par de l'imagerie zénitale ou bien des prises de vue en oblique, avec des plans de vol préétablis, eh bien, des modélisations. On va le voir ici sur le site de El Brujo, on va le voir sur d'autres types ici sur le site de la Huaca del Obispo, ou encore avec des techniques, donc on voit bien les prises de vue zénitales ou par oblique, avec les modèles qui vont illustrer les nuages de points, ou bien des filtres qui peuvent être appliqués, ou bien des différences de relief. On va mettre en évidence des végétations, donc des détails tout à fait fins qui peuvent, y compris, proposer de futurs endroits de fouilles pour les archéologues. Ici, les fameux sites de Sipan, hein, fouillés depuis déjà de nombreuses années avec ce merveilleux musée en proximité, et qui peut-être va permettre de nouvelles découvertes. On voit ici les techniques donc employées et la restitution grâce au modèle 3D que l'on peut désormais consulter depuis son propre ordinateur. Le site de Pachacamac, avec cette très belle géométrie que l'on voit ici restituée de nouveau en 3D. Donc des outils qui permettent ensuite de retravailler, mais plutôt dans le laboratoire, derrière nos ordinateurs, plus ou moins puissants selon la qualité de l'information obtenue. Et ce collègue à la PECP travaille aussi sur les lignes de Nazca, hein. Là aussi, beaucoup de découvertes, mais on n'a peut-être pas fait le tour de la question. Et la modélisation des géoglyphes s'impose pour peut-être redécouvrir des zones ou découvrir de nouveaux tracés qui, là aussi, vont devoir être interprétés. Et cela nécessitera peut-être de l'archivage, du traitement de données supplémentaires que nous nous proposons de réaliser en collaboration avec notre collègue. Donc, un partenariat qui existe depuis une vingtaine d'années et qui peut être développé et continué, notamment sur les questions d'archivage et de traitement des données. Je voudrais vous donner deux cas de figure sur lesquels nous travaillons en France et en Europe plus largement, en particulier sur des grottes de la préhistoire. Alors, l'une d'elles est connue, bien sûr, c'est Lascaux, mais également sur une grande statue en bronze qui est baptisée l'Orige de Delphes, située donc à Delphes, en Grèce. Nous avons créé un système de base de données en 3D baptisé Reference Information System in 3D, pour exploiter toutes les données quand elles sont très nombreuses, importantes, massives. Et c'est le cas en particulier de Lascaux, puisque depuis plus de 40 ans, les chercheurs y travaillent. Vous imaginez le nombre de données scientifiques qui sont accumulées. Et la question est de les poser sur cette base de données et de pouvoir travailler à l'interprétation des divers phénomènes qui y sont associés, pour justement, par exemple, dans ce cas, d'essayer de la préserver au mieux sur le temps long. Alors là, on n'est pas dans la grotte de Lascaux, mais nous faisons des tests comparés pour essayer nos machines, notamment dans des grottes à proximité qui présentent les mêmes caractéristiques que Lascaux. Alors, on a développé finalement un logiciel qui permet de travailler avec une interface web directement sur la base de données et de coller l'information, tout type d'information, dans la base de données. Alors, je voudrais donner un exemple. Par exemple, on sait tous l'événement dramatique de la cathédrale Notre-Dame à Paris en 2019, et qui a permis à de nombreux chercheurs de travailler, et qui a permis aussi de rassembler énormément de données sur des matériaux très divers, des pierres, des métaux, du bois, des verres, des textes, des cartes, y compris les photos ou les vidéos réalisées par les touristes, et qui là aussi peuvent être rassemblés dans ces bases de données et permettre une meilleure interprétation pour tenter la reconstruction réelle, cette fois, qui est en cours, comme vous le savez. Alors voilà un des cas de figure donc des grottes de la préhistoire, hein, et qui nous permet par exemple de situer la position, l'endroit où des études ont pu montrer l'existence d'un atome. On va citer le strontium ici, ou bien le travail d'un jeune chercheur, Lina Bassel, qui elle-même avait soutenu sa thèse en 2017 avec nous,
pour essayer justement de mieux comprendre les phénomènes, encore une fois, à l'intérieur. Donc vous avez une interface finale qui va permettre, à partir d'un marqueur, d'un traceur, on va prendre ici cette bille bleue, d'extraire les données associées. Ça peut être une image en microscopie électronique qui va montrer des petits cristaux de calcite qui vont se positionner et créer ce qu'on va appeler un moon milk, un voile de calcite sur la paroi de cette grotte, qui peut peut-être cacher des peintures anciennes, voire les détruire. C'est arrivé. Donc, on a ici l'extraction des données qui sont associées. Donc, si en laboratoire, on peut les obtenir et les lire, eh bien, on va pouvoir mieux comprendre ce qui a pu se passer ou ce qui pourrait advenir. Je passe rapidement parce que cette diapo illustre en fait la construction de ces traceurs, à condition que chacun soit bien positionné en 3D, X, Y, Z bien sûr, et que l'on puisse y associer toutes les données acquises. Ah, j'ai un petit problème de passeur. Voilà, on a également une visualisation rendue possible à travers les casques immersifs et qui va permettre de sélectionner un élément et de pouvoir extraire les données, comme on l'a montré sur la diapo précédente. Ça peut être le cas sur des peintures dans des églises, c'est le cas ici, on est en Éthiopie, à la Libella, mais ça peut être un temple en Grèce, le temple d'Apollon. Donc autant d'objets possibles, par exemple cette maison aux parois peintes, relativement en mauvais état, mais qui a permis à des chercheurs de redonner les couleurs anciennes à partir de mesures colorimétriques, à partir de mesures chimiques et physiques. Et l'on voit ici une restitution de ce qui existait il y a environ 2000 ans. Je l'ai cité, le cas de cette statuaire en bronze, l'Aurige de Delphes, à peu près 1,80 m de hauteur, qui est aujourd'hui dans le musée de Delphes. Eh bien, de nombreuses études ont été réalisées durant ces dernières années par un laboratoire, le C2RMF, un laboratoire associé au musée du Louvre, bien sûr, et les chercheurs ont étudié cette statue avec de très nombreuses méthodes. On voit ici l'extraction que nous avons réalisée des données de fluorescence X qui montrent par exemple la localisation du cuivre à des endroits très précis autour des yeux, autour de la bouche, là aussi pour mieux comprendre s'il y a eu de l'altération et s'il y a eu de la restauration. Ça peut être le cas aussi de tympan d'une cathédrale ici à Bordeaux. On va restituer par exemple les peintures anciennes, période du Moyen-Âge. Mais on le voit bien, les projets sont nombreux entre la France et le Pérou. Nous avons une certaine expérience, les Péruviens également, et ce qui serait évidemment tout à fait passionnant et riche pour le futur, eh bien, c'est de croiser tout cela à travers ce patrimoine riche au Pérou notamment, hein, que ce soit les matériaux que j'évoque ici. Mais donc on a cité le cas des maquettes, mais il y a aussi de la statuaire, les géoglyphes de Nazca, là aussi c'est tout un champ disciplinaire extraordinaire, et les temples, bien entendu. Donc des objets de petite taille ou de très grande taille, j'ai envie de dire, tout est possible. Et il suffit d'y mettre les moyens, et c'est peut-être ce qui nous manque le plus, des moyens humains aussi, bien sûr, mais et financiers pour des missions, pour des phases de travaux en laboratoire, pour des transports, etc. Donc tout ceci peut être étudié, et je résume ici les coordonnées où il est très facile de nous joindre en vous remerciant encore une fois pour votre attention. Merci encore.